Intervenir auprès d'une personne qui souffre d'un trouble psychotraumatique. Lorsqu'un événement traumatogène est survenu, les symptômes peuvent apparaître de différentes façons. Et lorsque la personne se présente à la consultation, il faut savoir les caractériser. On pourra évoquer le trouble stress aigu ou un peu plus tard le trouble stress post-traumatique, mais on pourra également repérer des troubles non spécifiques dont les plus fréquents vont être la dépression, mais il y aura aussi des troubles paniques, des phobies et en particulier des conduites addictives. En France, la prévalence de ce trouble est autour de 1% de la population, avec une très nette prédominance féminine. Pratiquement 2 fois plus de femmes sont impactées. C'est donc un trouble fréquent qui nécessite d'être repéré pour être ensuite amené à traiter avec efficacité les symptômes. Nous vous proposons ici des éléments de réflexion pour guider votre prise en charge auprès d'un adulte qui a été exposé à un événement traumatogène avec les principales recommandations qui pourront être utiles. Le déroulement de l'entretien va conduire à aborder principalement 10 questions qui vont vous permettre une évaluation rigoureuse sur laquelle vous allez décider des stratégies d'intervention thérapeutique à planifier. Il est évident qu'avoir un dossier standardisé, préparé, va permettre de faciliter le recueil des informations. Et puis nous insisterons sur le fait que les associations vont très souvent être particulièrement précieuses du fait de la complexité de la prise en soin des personnes en situation de psychotraumatisme. Voici les 10 questions qu'il va falloir conduire. En premier, identifier quelle est la nature de l'événement et quelle était l'intentionnalité. Est-ce qu'il y a une volonté humaine ou pas qui a déclenché cet événement? Deuxième question, quel est le délai entre l'événement et la consultation? Troisièmement, quelle a été la réaction initiale que l'on appelle péritraumatique au moment où l'événement traumatique est survenu et les heures qui ont suivi pour la personne concernée par l'événement? Quatrième question, de quel soutien social a-t-elle pu bénéficier dans les heures et les jours qui ont suivi l'événement traumatique? Cinquième question, quels sont les antécédents psychiatriques ou d'autres événements traumatogènes que la personne aurait vécu antérieurement? Sixièmement, quels sont les symptômes psychotraumatiques spécifiques qui sont présents aujourd'hui? Et quels sont les autres symptômes psychiatriques, en particulier des troubles thymiques, d'autres troubles anxieux, des conduites addictives ou des éléments suicidaires? Huitièmement, quel est le retentissement somatique de l'événement? Neuvièmement, quel est le retentissement social, professionnel et personnel? Et dixième point, quelles sont les implications médico-judiciaires de l'événement? Première question, la nature de l'événement. Est-ce qu'il y avait une intention humaine qui a déclenché l'événement traumatique? Dans le cas des catastrophes naturelles ou des accidents, ce n'est pas le cas et le pronostic est généralement bien meilleur. Dans certains cas, oui, il y a une intention humaine de nuire, d'agresser, de faire mal. Et si il y a en plus une dimension sexuelle dans cet événement ou une dimension de terrorisme, eh bien cela va aggraver le pronostic des conséquences de l'événement. Le délai entre l'événement et la consultation, il est important de le considérer pour des raisons en particulier de nosographie. On considérera que dans la première période, en tous les cas dans les 2 premiers jours, on va regarder la dimension de l'impact péritraumatique, mais surtout quand on est à moins d'1 mois, on pourra caractériser la présence de symptômes pour un trouble stress aigu. C'est au-delà de 1 mois qu'on dira que le trouble est constitué et qu'il peut s'agir là d'un trouble de stress post-traumatique, dont nous allons à ce moment-là chercher les caractéristiques et conduire un traitement spécifique. Troisième question, quelle a été la réaction péritraumatique de la personne pendant l'événement? Si on nous rapporte, ou la personne peut elle-même le décrire, qu'elle a été relativement adaptée pendant l'événement, eh bien, c'est un élément plutôt de meilleur pronostic.
Lorsque la personne décrit des réactions d'agitation, de désorganisation, on voit bien dans le déroulé qu'elle fait de l'événement, sidération même, avec l'impossibilité de bouger alors que l'événement se déroulait, et bien là, nous allons évoquer une probable dissociation péritraumatique dont on pourrait même mesurer l'intensité et qui est là un facteur plutôt péjoratif sur le développement d'un trouble post-traumatique. Mais on peut également repérer une peur intense, sentiment de menace vitale, et tremblements qui ont pu être exprimés avec une détresse émotionnelle intense qui là vont également péjorer le pronostic et nécessiter des soins rapidement. De quel soutien social la personne a pu bénéficier au moment de l'événement et dans les suites? S'il y a au moins une personne dont le soutien a été ressenti comme de bonne qualité, eh bien, ça contribue à proposer un facteur de protection. Si au contraire il y a eu peu de soutien, à la fois sur le plan qualitatif et quantitatif, ou bien très tardif, c'est plutôt un élément péjoratif en termes de pronostic. Cinquième point, quels sont les antécédents psychiatriques ou d'autres événements traumatogènes? S'il n'y avait aucun antécédent psychiatrique, qu'on n'arrive pas à en repérer, qu'il n'y avait pas non plus d'antécédent traumatogène, eh bien cela va contribuer plutôt à être dans les éléments de meilleur pronostic. Si au contraire, il y avait déjà d'autres événements traumatogènes vécus, même pendant l'enfance, s'il y a déjà eu des manifestations psychiatriques, des traitements, avec peut-être des comportements qui évoquent des troubles de la personnalité, s'il y a déjà eu des addictions, eh bien tout cela va constituer des éléments qui vont alourdir le pronostic. Quels sont les éléments psychotraumatiques spécifiques que l'on peut repérer, quelles vont être les actions nécessaires? On vous propose de réfléchir avec 3 situations. Le premier cas, considérons qu'on est dans les 2 premiers jours après l'événement traumatique, dans cette période dite péritraumatique. Dans ce cas, il faut pouvoir conduire une intervention médico-psychologique en 3 étapes. La première doit être avant tout dans un soutien social, présence de qualité, une capacité également à aider la personne à verbaliser et exprimer le contenu de ses émotions, ce que l'on va appeler le défusing ou déchocage psychologique. Il faut être attentif à ne pas chercher à faire parler absolument une personne qui refuserait, car on pourrait même renforcer le repli sur elle-même et l'isoler. Deuxième type d'intervention, par un professionnel averti et formé, le débriefing psychologique ou intervention psychothérapeutique post-immédiate. Là, on va aller plus loin dans l'élaboration. On est déjà dans une situation de suffisante stabilité pour que la personne puisse aller nous décrire ce qui s'est passé au cours de l'événement traumatique et qu'elle puisse faire non seulement l'expression des faits, mais également des émotions, des pensées et des actes qu'elle a pu identifier pendant l'événement traumatique. Si l'événement avait concerné un groupe qui existait avant l'événement traumatique, eh bien une intervention collective pourrait être utile. Et si des symptômes apparaissent et persistent, eh bien il faudra proposer, dès que les éléments de sévérité se manifestent, un suivi psychologique pour une intervention particulière. Spécifique en psychotraumatologie. Le recours aux médicaments se fera surtout pour les formes avec une symptomatologie de détresse émotionnelle, de dissociation péritraumatique. On peut également faire attention à la fréquence cardiaque qui est un bon témoin. Là, les stratégies pharmacologiques sont prudentes. On recommande en particulier l'hydroxyzine et dans certaines situations le propanolol, qui n'a pas encore démontré totalement son efficacité, apparaît être une ressource intéressante à proposer. Deuxième cas, nous sommes entre 2 jours et 1 mois, donc face à un trouble stress aigu. Bien là aussi, on va repérer les éléments de dissociation péritraumatique, déjà des flashbacks, des reviviscences qui peuvent survenir, des conduites d'évitement de tout ce qui rappelle l'événement traumatique, des réactions également décrites d'hypervigilance, de réactions de sursaut, de troubles de la concentration,
et des symptômes d'isolement, de repli, d'altération des capacités sociales que l'on va pouvoir décrire. Là, il faut pouvoir proposer une intervention médico-psychologique, le débriefing psychologique ou le PPI peut être utile, d'autres actions psychothérapeutiques brèves, le recours à l'hypnose, le MDR, ont montré une efficacité et dans certains cas, des approches plus systémiques peuvent être pertinentes. Pour le choix des médicaments, on recommande beaucoup de prudence avec les benzodiazépines, c'est pour ça qu'on privilégie le plus souvent l'hydroxyzine et on envisagera les hypnotiques au bout de la troisième nuit où le sommeil reste perturbé avec des médicaments à demi-vie relativement brève. Le troisième cas proposé est celui d'un patient qui vient au-delà du premier mois. Là, on va rechercher les flashbacks, les réactions de dissociation qui peuvent encore persister, les conduites d'évitement. On fera attention à l'altération de l'humeur, la tristesse, qui peut déjà se manifester, l'altération également des pensées avec un pessimisme particulièrement important en rapport avec l'événement, et puis repérer le poids du retentissement social que l'on va pouvoir mesurer avec différents outils psychométriques. Là, il faut proposer des interventions médico-psychologiques. Le débriefing psychologique, s'il n'a pas été fait, peut être tout à fait utile. L'intervention type EMDR, hypnose, psychothérapie brève, thérapie cognitive et comportementale ont montré une efficacité et il faut être très vite attentif à la nécessité d'un accompagnement sur le plan de la procédure judiciaire et orienté vers des associations adéquates pour pouvoir apporter un soutien extrêmement précieux. Regardez également s'il y a des conduites addictives qui ont repris ou qui ont émergé, et puis bien sûr, une grande prudence sur l'apparition d'éléments de crise suicidaire. Le traitement est mieux structuré à cette phase-là. En première intention, ce sont les inhibiteurs de la sérotonine, de la recapture de la sérotonine, qui sont privilégiés, ou également les inhibiteurs de la capture de la sérotonine et de la noradrénaline, avec les différents choix qui sont rappelés ici. Si l'anxiété reste très élevée, en deuxième intention, on peut envisager sur une période courte, avec les mêmes règles de prudence, des molécules ayant un effet anxiolytique. C'est seulement ensuite, si les symptômes persistent, qu'on pourra envisager d'autres lignes thérapeutiques avec des thymorégulateurs et des antipsychotiques atypiques qui ont montré une efficacité, mais il faudra aller vraiment progressivement vers ces molécules avec un psychiatre spécialisé. Quels autres symptômes psychiatriques faut-il rechercher? En premier lieu, la présence d'autres troubles anxieux, troubles paniques, troubles phobiques. L'anxiété généralisée peut également être présente. On insistera sur la finesse de l'exploration des conduites addictives, alcool, cannabis, tabac, également des addictions sans produit qui peuvent être repérées, qui vont nécessiter une attention particulière. Le trouble le plus fréquemment associé est la dépression, donc on va la rechercher, mais également parfois des symptômes d'une bipolarité peuvent apparaître. Dès que des éléments suicidaires sont perceptibles, il faut aller les explorer, aller identifier le degré de sévérité, d'urgence, les intentions suicidaires qui commenceraient à émerger et quels seraient les moyens que la personne envisagerait. Quatrième catégorie, les troubles de la personnalité qu'il faut savoir aller chercher, état limite, personnalité borderline, qui pourrait décompenser dans cette phase-là de ce nouvel événement traumatique en rapport avec des troubles antérieurs. Ce sont là, ces trois dernières situations, des indications à une hospitalisation pour mettre en sécurité la personne et savoir lui apporter des soins intensifs spécialisés. Quel est le retentissement somatique de l'événement traumatique? Eh bien, il faut vraiment faire un effort d'attention particulier pour l'explorer. Les conduites d'évitement peuvent faire obstacle à la manifestation et l'expression de ces symptômes somatiques. Et donc, c'est par les démarches systématiques, en particulier lorsqu'on a l'information qu'il s'agit d'un événement qui a
toucher le corps de la personne, comme une agression sexuelle, eh bien, il faut proposer les actions nécessaires pour réduire au maximum les risques de complications somatiques et d'une grossesse non désirée. La sévérité d'ailleurs des symptômes somatiques, des blessures physiques, constitue un facteur pronostic péjoratif pour le risque de développer un trouble de stress post-traumatique. Quel est le retentissement social de l'événement? Eh bien, est-ce qu'il y a une reprise du travail ou pas? Est-ce que les relations affectives ont été impactées et dans quelle mesure? Et on voit que le contexte de travail reste trop difficile pour la personne et donc il faut que le médecin puisse réaliser un arrêt de travail ou puisse envisager avec le médecin de santé au travail une adaptation ou un changement de son poste. Dans la situation où des difficultés d'ordre affectif, relationnel dans le milieu familial apparaissent, nous recommandons vivement des entretiens familiaux précocement. Quelles sont les implications médico-judiciaires de l'événement? Dans le cas où cette répercussion apparaît, procédure va être engagée parce qu'une plainte est déposée, il faut être extrêmement vigilant à la rédaction des certificats médicaux initiaux qui vont pouvoir être utiles notamment pour l'ITT. Il faut également proposer à être en contact avec l'avocat en remettant par exemple des lettres au patient qui les transmettra à son avocat. Il faut également encourager une collaboration avec une association d'aide aux victimes ou association de victimes qui vont faciliter la préparation aux procédures judiciaires pour éviter qu'elles soient un nouveau moment traumatique pour la personne victime. Il faut penser également à repérer l'impact sur le retentissement financier, social. Il y a des ressources qui existent, compagnie d'assurance, commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qu'il faut pouvoir appeler aux patients et l'aider à faire ces démarches avec, dès que c'est possible, une assistante sociale. Le médecin de recours sera également extrêmement précieux en cas d'évaluation et de préjudice lors des expertises. Pour conclure ce chapitre, donc, par le déroulement de cet entretien, avec ces éléments d'évaluation que vous avez pu recueillir, vous avez pu commencer à planifier une action. Et peut-être qu'il y a eu des résistances au cours de l'entretien et il faut y faire attention. Il peut y avoir des blocages qui peuvent être liés aux symptômes même des troubles post-traumatiques avec l'évitement qui va mettre en difficulté le patient lorsqu'on lui pose des questions qui déclenchent le souvenir de façon trop douloureuse pour lui. Il peut être à nouveau en retrait, à nouveau sidéré, se sentir également mal à l'aise, peut-être par quelque chose qui a été lié à l'attitude de l'intervenant, où il a ressenti peut-être une suspicion ou une gêne, et il a tellement peur d'être éprouvé par un sentiment de culpabilité que cela peut induire un blocage. En tous les cas, au terme de l'entretien, on peut planifier une action, encourager une psychothérapie avec des professionnels formés et insister sur l'importance de l'accompagnement social et judiciaire qui vont protéger le cadre thérapeutique et qui vont permettre une prise en compte de la globalité de ce trouble, des désordres qui ont été impactés par l'événement traumatique. Et donc, c'est tout ce travail de réseau qui va donner une stabilité à la démarche qui est engagée là, de thérapeutique pour le patient concerné. Et là, le médecin généraliste, l'ensemble des professionnels de santé ont un rôle très précieux pour stabiliser cette démarche et ouvrir ce réseau.